Je vous présente mes invités tout de suite, les invités du débat de Smart Impact. Céline Dassonville, bonjour. La présidente cofondatrice d'EtiWork. À vos côtés, Nicolas Freudiger, bonjour, le cofondateur d'ID Watch. Peut-être une présentation. EtiWork, vous êtes déjà venu dans cette émission, mais redites-nous, c'est quoi EtiWork ? Donc on est un studio d'impact, on est dédié à accélérer la transformation qui génère des impacts positifs ou qui réduit les impacts négatifs, parce que de temps en temps quand on travaille, c'est pas que pour du positif, c'est pour du moins pire, dans le secteur de la mode et du luxe. Et on le fait en mettant beaucoup de données disponibles au grand public via un podcast qui s'appelle Luxury for Good et via une librairie où on analyse tous les rapports qui paraissent sur la mode durable, le luxe durable, les enjeux matières, avec à la fois le point de vue des ONG et le point de vue, on va dire, des grands cabinets conseils ou des fondations comme la fondation Ellen MacArthur. Et par ailleurs, on se rend compte que le sujet de engendrer une transformation systémique dans le secteur de la mode et du luxe, c'est aussi former tout le monde pour que la direction RSE ne soit pas un bastillon seul en train d'essayer de piloter une formation, mais vraiment de former aussi bien le vendeur que l'employé de la maison de luxe, que le sous-traitant, pour que tous les enjeux sur lesquels on peut agir soient pris en compte. Est-ce que ces marques de luxe, elles ont été pionnières ou au contraire plus réticentes à s'emparer de ces enjeux environnementaux et sociétaux ? Alors, ce qui est bien quand on parle de RSE et d'impact, c'est que c'est pas forcément manichéen. Il n'y a pas des tout blancs et des tout noirs. Après, je pense qu'il y a une vérité, c'est que quand on est dans un paradigme où la conscience environnementale et sociale est extrêmement forte, et quand on crée sa marque, comme Nicolas va vous l'expliquer, dans un contexte où on est conscient du potentiel que peut apporter le business model de la circularité, de la nécessité de décarboner ses approvisionnements, de la nécessité de tracer ses matières et de créer aussi des nouveaux imaginaires désirables, on peut le faire plus vite et dès le départ. Quand on est une marque ancienne... C'est plus facile quand on est impact native, comme on dit, que quand on est une marque qui est née à l'ère du produire, consommer, jeter. C'est évident que c'est plus compliqué. Donc je dirais que pour les grands groupes, les grandes maisons, la difficulté, c'est de transformer l'existant. Et on est quand même sur des métiers de tradition, de culture du secret. Donc il y a aussi des dissonances cognitives entre ce qui a été le luxe dans le passé et ce qui doit devenir demain. Et puis il y a aussi des points... positif, c'est que quand même, quand on parle de luxe, en tout cas horlogerie, joaillerie, on est dans un produit qu'on ne jette pas et on est dans un secteur où on éco-conçoit parce que quand on utilise de la matière qui coûte cher, on ne va pas la... Voilà. Après, il y a déjà ce point de départ. On va y revenir. ID Watch ou ID Watch en fait partie, Nicolas Freudiger, de ces entreprises qui sont Impact Native. Vous l'avez créé il y a 2 ans avec 2 associés. C'était quoi votre idée de départ ? Je pense que, comme Céline l'a très bien dit, aujourd'hui, on n'avait pas le choix. Je pense qu'on a senti cette responsabilité. Je pense qu'on nous demande souvent cette question, pourquoi ce concept-là ? On est la première marque à être issue à 100% de l'économie circulaire. Pour nous, l'économie circulaire, justement, c'est cet écosystème. On a parlé d'impact positif. Alors, c'est une industrie, l'industrie horlogère, on est très fiers. On a grandi dans cette industrie. L'idée ici, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, de vraiment se poser des questions complexes sur notre sourcing, sur notre chaîne de valeur, et puis d'avoir le meilleur impact positif. Parce que en 2022, quel est le luxe ? Quelle est la définition du luxe, si ce n'est d'avoir le moindre impact ? Et donc ça voulait dire, donc vous créez l'entreprise avec cette volonté-là. Donc le premier défi, c'est quoi ? Le sourcing des matériaux, j'imagine. Quel choix vous avez fait ? Alors, le premier défi, comme vous avez dit, c'est donc on l'a créé en décembre 2020, mais avant ça, il y avait vraiment toute une année de réflexion. Il y a une année de rencontres, des rencontres avec des déchetteries, avec des revendeurs d'acier, des fonderies d'acier. On découvre que les fonderies d'acier sont sorties de Suisse. Donc, on découvre vraiment toute une couche, tout cet écosystème, on le mappe. On le mappe et on Parce voit que l'idée, c'est de faire vous l'avez pas dit, mais l'idée, c'est de faire de l'acier, d'utiliser que de l'acier recyclé, c'est ça, hein ? Exactement. C'est le point de départ. Donc, il fallait vous assurer que la filière existait encore, c'est ça, en quelque sorte ? En quelque sorte, oui. Et puis, en fait, on va dans une autre industrie. On sort de l'industrie horlogère et on arrive dans une industrie métallurgique, globalisée. Et on rencontre justement ces différentes personnes. On essaie de trouver la meilleure solution, le moindre impact, un circuit court. Donc aujourd'hui, cet acier-là, il est récupéré
chez 40 entreprises dans le Jura. Il est isolé, il est stocké, il est flashé même pour contrôler sa qualité et il est refondu dans un rayon de 200 km, ce qui lui donne une empreinte carbone 10 fois plus faible que le standard de l'industrie. Pour nous, c'était aussi très important de le mesurer, de quantifier cette information pour pouvoir justement aller ensuite justifier le fait que notre montre elle a un impact moindre. Mais elle a une qualité tout autant, donc cette montre-là, donc elle est à 100% recyclée, mais voilà, elle a toujours ses propriétés de montre de luxe qui font vraiment une belle finition, des anglages très précis et un savoir-faire très, très, très fort. Peut-être, j'ajoute sur l'acier, parce que l'acier, c'est quand même un matériau qui est recyclé par essence. Je trouve que ce qui est extrêmement intéressant dans les choix que tu as fait, dans l'étude qui a été poussée, c'est de se dire, l'acier est quand même une matière recyclée, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, comment est-ce qu'on peut aussi mesurer l'impact carbone de l'acier qu'on recycle? Et existe-t-il des manières d'avoir des aciéries qui utilisent moins d'énergie carbonée? Et notamment dans tes dernières innovations, il y a aussi... donc, c'est une histoire française, donc je te laisse la présenter. En 2022, on va une étape plus loin parce que donc on est vraiment toujours dans ce voyage vers vraiment plus de circularité. Je pense qu'on n'arrivera jamais au bout. Mais en 2022, on lance la première montre donc en 100% recyclée et refondue dans un four solaire. Donc vraiment, c'est... Oui, alors j'avais vu ça, acier solaire, ça veut dire quoi ça? Exactement, donc c'est un acier qui a... Là, l'impact descend à 165 fois plus faible que le standard de l'industrie. Et donc, c'est un acier qui est refondu aujourd'hui à Montlouis. Donc, on a fait les premiers tests dans les Pyrénées, exactement, dans les Pyrénées françaises. Et on utilise cette technologie justement pour refondre donc, à l'aide de l'énergie qui est... Voilà, il y a le soleil qui est vraiment... C'est vraiment la loupe et la fourmi. Mais oui, on revient à ça, quoi. Exactement, c'est génial. Complètement. Et on arrive à monter en température à plus de 1500 degrés facilement avec ce genre de... Mais alors, ce site, c'est quoi, une aciérie ou je ne sais pas quel terme il faut employer, mais bon, ils avaient quoi comme débouché aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui demande un acier de moins en moins avec un impact de plus en plus faible? J'imagine que oui, mais c'était quoi leur business? C'est une bonne question, je pense. Au début, là, par exemple, typiquement, c'est un labo du CNRS, je pense. D'accord, exactement. okay. Donc, on voit vraiment, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur cette énergie. C'est une technologie qui est ancienne, hein. Elle n'est pas toute neuve, elle a été utilisée, mais en fait, elle a été abandonnée et on a préféré d'autres technologies. Et aujourd'hui, on y revient. Aujourd'hui, on est sur vraiment les premiers tests de laboratoire. On a fait cette première coulée de 400-500 kilos. Mais l'idée, c'est vraiment de monter en volume pour pouvoir ensuite fournir toute une industrie. Et je pense que ça, on voit qu'il y a de l'intérêt. Notre partenaire qui gère ça, donc Panater, voit aussi qu'il y a de l'intérêt au niveau des marques à l'international. Céline Dassonville, est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui se créent dans ce secteur du luxe, et peut-être pas seulement, mais aussi de l'horlogerie, de la haute horlogerie, sur un modèle totalement, avec cette volonté de réduire au maximum son impact? Alors je dirais, dans la mode, il y a beaucoup de marques. On arrive quand même à une certaine phase de maturité. Et puis, on a aussi beaucoup de transformations au sein de la fast fashion. Dans l'horlogerie, le temps est long. Le produit, il y a ça se transmet de génération en génération. Donc, il y a eu souvent une hypothèse qui était de dire, mais nous, ces sujets d'impact et de durabilité, ça ne nous concerne pas parce que finalement, on fait un produit éco-conçu qui se transmet. Bien sûr. Et le sujet, en fait, de la responsabilité étendue sur l'intégralité de la chaîne de sous-traitance a permis à la fois de réveiller des jeunes marques qui se sont dit, mais en fait, finalement, ce sujet d'impact, c'est un territoire de créativité infinie, notamment quand on regarde le potentiel que peut offrir la circularité. C'est aussi une opportunité, pas seulement pour les jeunes marques, c'est une opportunité pour les acteurs B2B.
c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Et on voit qu'il peut y avoir une réindustrialisation et un renouveau de tout l'écosystème et pas de seulement la marque en tant que telle. Donc on commence à voir certaines marques qui innovent, qui placent ça au cœur. Aujourd'hui, dans le secteur de la montre, on va dire des positionnements 100% éco-conçus, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui ont vraiment mis ça dans ce qu'on appelle des néo-marques. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est que aussi des marques historiques, on va prendre par exemple Panerai ou Ulysse Nardin, sont aussi en train de mettre ces réflexions au cœur de leurs problématiques. Le problème pour les grandes marques, c'est qu'il y a un enjeu de sourcing et de volume. C'est-à-dire que pour une petite marque, elle va se permettre de faire des tests sur une matière qui est en quantité limitée. Oui, on a bien compris que l'acier solaire, pour l'instant, ils ne sont pas en capacité de fournir des quantités astronomiques, quoi. Voilà, et donc, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on commence à avoir un paysage de marques qui sont positionnées sur l'impact, qui apparaissent, qui n'avaient pas de patrimoine historique, et des marques avec des patrimoines historiques qui se réinventent. On s'était vu, je pense, pour parler, par exemple, Diamant de laboratoire, avec Courbet et Weber. On voit qu'aujourd'hui, l'industrie horlogère s'empare du diamant de laboratoire. Et il y a eu, pendant le grand salon de Watches and Wonders, qui a lieu il y a quelques mois, Tag Heuer qui a utilisé cette matière dans la conception d'une de ces montres de manière iconique. Oui, je voudrais terminer avec une autre de vos innovations, une nouvelle gamme de bracelets de montres qui s'appelle Treekind. De quoi ils sont faits? Alors ces bracelets, ils sont en 100% donc, de déchets végétaux. Collectés dans les parcs londoniens. Céline l'a dit, je pense qu'il y a toute une éco-innovation en ce moment en Europe, aussi dans le textile qu'on benchmark, on aime aller à la rencontre. C'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on est à Paris, on est au Change Now Summit, pour rencontrer ces startups, c'est ce que j'appelle ces repurposers, donc ceux qui donnent un nouveau sens à ces déchets. Et donc nous, on a créé le premier bracelet qui est en fin de vie, donc on le récupère. Et ensuite, il est mis dans un digesteur à Lavigny, donc dans le canton de Vaud en Suisse. Donc on vient le récupérer et il est mangé par ces bactéries et produit du biogaz. Vraiment, il retourne vraiment. Donc là, on ferme. Oui, c'est vraiment la circularité parce qu'il est lui-même fait à partir de déchets végétaux et il devient de l'énergie, quoi. Exactement, complètement. Et donc là, vraiment, on arrive à fermer ce cercle qui est pour nous, en tout cas, un des objectifs. Alors, on ne peut pas vraiment consommer sans consommer, mais voilà, on peut essayer d'avoir ce moindre impact et sensibiliser aussi les gens parce que je pense que c'est pas avec des bracelets de montres qu'on va changer tout le monde entier, mais on peut en tout cas sensibiliser d'autres industries. C'est toutes les petites initiatives. C'est terminé, malheureusement, l'émission. Cette partie-là est terminée, donc je ne peux pas vous redonner la parole. Merci beaucoup, Céline Dassonville. Merci à vous aussi d'être venue nous présenter ID Watch. C'est l'heure de Smart ID tout de suite, c'est comme ça la bonne idée. Tiens, ça vous dit de construire vous-même votre maison écolo? J'imagine que oui.